Mais du coup, est-ce qu'il vaut mieux passer à l'action ou est-ce qu'il vaut mieux finalement se dire bon voilà, les prix devraient finir par baisser? C'est le vieil adage, il faut investir et attendre et pas attendre avant d'investir. Est-ce que l'immobilier rend vraiment riche? Félix. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foncière Orion, une société qu'on a cofondée avec mon associé Félix et qui a pour but de vous permettre d'investir dans l'immobilier locatif à nos côtés sans avoir de temps à y consacrer. Et c'est quelque chose qui est susceptible de vous intéresser. On a fait un épisode tous les deux où on vous explique en détail ce qu'on propose au sein de la Foncière Orion pour nous rejoindre au capital. Donc vous avez un lien qui s'affiche actuellement sur l'écran. Et aujourd'hui, on a eu envie de prendre une liste de questions finalement qui sont des questions qui nous ont été adressées, qui sont des questions qu'on reçoit le plus souvent ou dont on entend le plus parler et donc de débattre avec chacun notre point de vue. Alors il y a beaucoup de fois où on sera d'accord, je pense, mais j'espère pas tout le temps pour que ce soit intéressant. Donc on démarre direct. La première des questions, c'est est-ce qu'il faut s'endetter au maximum? Parce que nous aujourd'hui avec la foncière et même avant, on a énormément eu recours à l'effet de levier du crédit, à la dette, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il vaut pas mieux emprunter sur la durée la plus courte possible pour payer le moins d'intérêt possible? Parce que finalement si j'emprunte sur court, j'ai moins d'intérêt forcément parce que je passe moins de temps à payer des mensualités, mon capital il s'amortit plus vite. Donc est-ce que c'est pas mieux finalement si j'ai donné moins d'argent à la banque que de dire j'emprunte sur 20 ans au lieu de 15 qui aura pour conséquence d'avoir payé en somme plus d'intérêt à la banque? Où est-ce que tu situerais, toi, l'optimum? Alors pour moi, ça dépend de l'optimum vis-à-vis de quoi. Est-ce que c'est un optimum financier? Est-ce que c'est un optimum de tranquillité d'esprit? Pour moi, ça dépend vraiment des objectifs de chacun. Tout le monde n'est pas déjà à l'aise avec de la dette. Moi, j'en connais beaucoup de mes clients ne sont pas du tout à l'aise avec de la dette bancaire parce qu'ils se sentent redevables. Ils perdent un peu en liberté sur le fait d'avoir une mensualité et d'être redevables vis-à-vis d'un établissement bancaire. Alors, je pense que c'est déjà une première chose. Quels sont ces objectifs? Est-ce qu'on a envie vraiment d'empiler un maximum de biens et donc de continuer à aller lever de la dette toujours plus pour arriver à un patrimoine global, brut, le plus significatif possible. Donc ça dépend où est-ce qu'on met le curseur aussi. Mais je pense que dans tous les cas, aller chercher de la dette pour avoir un actif qui n'est pas forcément passif, c'est le seul avantage réel à faire de l'investissement immobilier en direct. C'est aller chercher de la dette. Et donc l'effet de levier. Ok, donc il faut s'endetter. Oui. Une fois qu'on a dit qu'il faut s'endetter, est-ce qu'il faut s'endetter au maximum? C'est une question généraliste. Et si on s'endette, comment est-ce qu'on choisit sa durée? Alors, il y a toujours, je sais qu'il y avait toujours un consensus un peu sur l'équilibre optimal par rapport au seuil des 35% de taux d'endettement et le coût global du crédit. Et souvent, on tombait à peu près sur une date de 20 ans en durée optimale. Ça, je pense que ça me paraît déjà pas mal de s'endetter sur 20 ans. Et après, on peut toujours aller chercher, de toute façon, dans tous les cas, du différé en fonction des travaux qu'on peut avoir. Donc, on peut étaler sur 22, 23 ans la durée globale du crédit. Parce que du coup, parfois, tu vois, il y a des crédits, nous on fait beaucoup de crédits sur 20 ans au niveau de la foncière et on en a fait aussi avant. Moi je suis d'accord avec le 20 ans. Pour moi, l'optimum il se situe vraiment au niveau de 20 ans. Après, dépendamment du taux d'intérêt. Dans les taux d'intérêt actuels, oui. Avec des taux à 1%, à la limite 25 ans, pourquoi pas? Parce qu'en fait, de toute façon, les intérêts ne coûtent vraiment pas grand chose. Mais dans les taux actuels, ouais, je serais plutôt sur 20 ans dans l'optimum. Mais le 15 ans n'est pas tant en défaut à partir du moment où on n'est pas encore en mode endettement maximum, mais on commence à sortir justement du cadre des 35% du HCSF où de toute façon on est obligé de faire du prêt professionnel. De toute façon, on est obligé d'emprunter sur 15 ans, par définition, si on a envie de continuer à s'endetter. Donc c'est un peu un truc qu'on subit, mais qui est supportable. C'est pas comme si on nous disait payez votre crédit en 3 ans, là c'est impossible avec de l'immobilier, tu peux pas avoir un bien à 40% de rendement qui s'autofinance sur 3 ans. Sur 15 ans, ça te force à être sélectif, ça te force à chercher des choses qui sont rentables, et aussi à mettre de l'apport, ce qui est une nécessité au bout d'un moment. Voilà. 15, 20 ans, vas-y. Je pense que la réponse, elle est encore un peu plus nuancée, c'est qu'elle dépend aussi du contexte. Macroéconomique et bancaire. En 2019 ou 2020, quand les taux étaient effectivement à 0,80 ou 1%, ça pouvait vraiment valoir le coup d'allonger un maximum la durée de l'emprunt parce que le coût du crédit était moins impactant que quand les taux sont à 3,5 ou 4. Et il y a aussi cette limite aussi par rapport à un établissement bancaire. Au bout d'un moment, quand on empile justement les acquisitions, l'idée c'est de fluidifier aussi ces échanges qu'on peut avoir avec un établissement bancaire. Et donc, on est aussi un peu obligé de faire des concessions sur des conditions qui, sur le papier, auraient pu être optimales. Au final, si on sait qu'on va nécessairement passer sur un prêt pro et donc sur 15 ans, etc., en fait, on ne peut que s'aligner sur ce genre de conditions bancaires. Des fois, on peut se retrouver, on va dire, au taquet des délégations auprès de certains établissements et donc on va en voir d'autres et donc on n'a pas forcément les mêmes conditions aussi de financement en face, donc il faut aussi composer avec ça et au global, en moyenne, peu importe le contexte et sur la durée, sur toute sa carrière d'investisseur, je pense qu'une durée effectivement de 20 ans qu'on peut piloter un peu au cas par cas sur 15 ans de manière tactique, ça peut être pas mal. Ok, bon, alors celle-ci on est d'accord. Question suivante, est-ce qu'il vaut mieux acheter un bien qui est ancien à rénover
ou acheter quelque chose, j'allais dire neuf ou clé en main, mais pas forcément. On va dire quelque chose qui ne nécessite pas de travaux à court terme, quelque chose qui est encore en bon état général, qui du coup, généralement, tu vas payer un peu plus cher qu'une ruine comme on a visité ce matin, avec des cadavres de pigeons et d'autres animaux dans l'immeuble. C'est des choses qu'on voit. Qui font plaisir dès le matin. Exactement, ouais. Donc du coup, toi, t'es plutôt team ancien ou team récent rénové? Voilà, je pense qu'on va être plutôt dans un consensus tous les deux. Pour moi, c'est ancien à rénover, dans le sens où il y a beaucoup de vertus à ça. Déjà, ne serait-ce que sur l'acquisition, d'un point de vue négociation, pour moi, c'est tout de suite beaucoup plus facile face à un vendeur de pouvoir négocier un bien où il y a des défauts, plutôt que si on fait le parallèle avec une voiture, on achète un véhicule neuf, on va pas négocier un véhicule neuf. Par contre, un véhicule d'occasion, on va pouvoir réussir à trouver quelques défauts qui vont pouvoir permettre de justifier certains arguments de négociation et donc arriver à un prix d'acquisition qui va être plus intéressant, et donc c'est là où on gère son risque aussi. Donc pour moi, ça donne plus de billes quand on a un bien à rénover qu'un bien qui est déjà fraîchement rénové par le propriétaire actuel, et donc là on n'a pas grand chose à dire, et donc une marge de négociation qui est beaucoup plus faible. Bah, tu vois, pour le coup, en fait, non. Moi, je préfère des choses qui sont rénovées parce que tu les exploites tout de suite. Tu vois, quelque chose comme on va le décrire, celui qu'on a visité ce matin. Donc, c'est un immeuble avec au rez-de-chaussée un local commercial qui est vide. Au premier étage, un appartement qui est vide. Au deuxième étage, 2 appartements, parce qu'on peut pas en refaire qu'un seul, donc forcément 2 studios. Et au troisième étage, encore un T2. C'est ça, il y avait 4 appartes. Et puis ensuite, encore au-dessus des combles qui sont pas aménageables. Et globalement, c'est la maison des pigeons depuis 40 ans, quoi, dans les étages. Donc, fais pas de dessin, il y a tout à faire. C'est du simple vitrage cassé, ça a été squatté, enfin tout ce qu'on peut imaginer. En gros, on achète une structure et une toiture et un emplacement. Et des bâtiments comme ça, on en fait dans la foncière. En nombre, on en fait une minorité. On fait plus souvent des biens qui sont dans un état correct, qui sont en bon état, qui nécessitent aucun travaux à court terme, qui sont évidemment pas dans le même état que s'ils sortaient de rénovation, que nous on viendrait de produire, mais je trouve que leur vertu, c'est d'être rapidement en exploitation. C'est que quand tu sors de chez le notaire, tu encaisses déjà des loyers. Évidemment que tu auras plus vite des chauffe-eau qui vont te lâcher, plus vite des peintures à refaire quand tu auras du turnover locatif, mais par contre, je trouve que c'est des choses où, pour le coup, il y a moins de risques pour l'interlocuteur bancaire, donc tu baisses la probabilité qu'on te demande beaucoup d'apports, alors que par exemple, tu vois ce qu'on a vu ce matin, typiquement, tu vois, c'est le prix d'achat, on a dit, il faudrait être entre 150 et 170, et tu as 180, 200 de travaux. Donc tu as plus de travaux que de prix d'achat, et ça, les banques aiment moins. Et donc du coup, quand tu es en mode particulier, entre guillemets, il y a des banques qui vont juste te dire non, et nous, dans notre cas, on aura des offres, mais probablement avec un petit peu plus d'apport que si tu achètes un immeuble tout de suite, pour reprendre les mêmes chiffres, à 350 000, qui est déjà fini et qui produit déjà des loyers. Et oui, tu vas moins le négocier parce que t'as pas trop de levier, mais finalement, ce qu'il faut regarder, à mon sens, c'est l'objet du débat, c'est pas tant le pourcentage de négociation, c'est finalement quel rendement net tu as en sortie de rénovation, pour celui qui est rénové, et puis tout de suite pour celui que t'achètes tout de suite, voir quel est le delta. Tu vois, si t'as 0,5% de delta en rendement net, entre les deux, pour moi, c'est pas suffisant. Évidemment. Si on compare, pour prendre un exemple, d'un côté, la ruine de ce matin, et d'un autre côté, un immeuble avec, 6 T2 et 2 locaux commerciaux, où les T2, ils ont été faits il y a 7, 8, 10 ans. Finalement, si t'as 0,5% de rendement net en écart, moi, je préférerais largement le rénover. On provisionne des aléas quand on fait des travaux, on considère statistiquement 5% d'aléas, parfois c'est plus. Quand il y a beaucoup de travaux, il faut quand même rentrer assez sévèrement, on va dire, en termes de négociation. Pendant les travaux, on va pas rentrer le loyer. Là, j'ai pris 2 exemples extrêmes, un qui est tout loué, un qui est tout vide. Celui qui est tout vide, il produit absolument 0 loyer. Et pourtant, on a quand même des dépenses, même si on est en différé, on paye des intérêts d'emprunt, ce qui est à peu près l'équivalent de la moitié de la mensualité au taux d'intérêt actuel, voire un petit peu plus. Donc sur une mensualité à 2 000 euros par mois, il y a 1000 et quelques euros quand même en différé d'intérêt à payer, et on a toujours une taxe foncière, on a parfois des charges de copro quand on est en copro, on a dans tous les cas un contrat d'électricité, le bâtiment parfois il faut le chauffer, et donc tu as toutes ces dépenses, l'assurance PNO, les frais bancaires, et ainsi de suite. Je pense que tout dépend en fait effectivement de la taille du chantier de rénovation. Là, effectivement, dans cet immeuble-là, il y a eu pour 8 mois de travaux, quasiment 600 000 euros de travaux. Donc là, c'est un très gros chantier. Ce qu'on a visité ce matin, effectivement, c'était 4 murs. Donc là, on repart de 4 plateaux et on refait tout. Je pense qu'il y a un entre-deux dans tout ça qui permet de déjà faciliter la partie financement. Effectivement, de ne pas avoir 50% de montant de travaux et 50% de montant d'acquisition qui peut un peu freiner certains établissements bancaires si on reste sur des ratios à 25% de travaux qui sont représentés par rapport au montant d'acquisition. Pour moi, ça, c'est des ratios qui sont quand même assez raisonnables. Plutôt que de partir sur des biens qui sont fraîchement rénovés, voire en VFA, des choses qui sont absolument pas négociables et voire qu'on surpaye. Je pense qu'il y a un entre-deux, entre 4 murs et un logement qui est refait à neuf. On peut trouver en fait une zone de gris un peu où on est dans de l'ancien à rénover, mais où la durée de portage du coup va être relativement courte, en 3-4 mois ça va être rénové. On va pouvoir derrière dégager un rendement net, c'est l'objet justement du débat, c'est d'avoir
un prix d'acquisition qui est suffisamment faible pour que après avoir réintégré le montant des travaux, etc., plus la durée de portage, qu'on se retrouve à un prix de revient qui est idéalement en dessous du prix du marché, donc avec une plus-value latente qui est déjà intégrée, et surtout un rendement net, un delta de rendement net qui est supérieur avec un bien qui aurait été déjà plus ou moins rénové. Par exemple, sur cet immeuble-là, dans lequel on se trouve, ce qui a justifié le fait qu'on prenne 8 mois de travaux avec un risque du coup sur cette durée de portage et sur l'ampleur des travaux avec les quelques surprises qu'on a pu avoir. L'idée, c'était d'avoir un rendement net qui était supérieur à ce qu'on pourrait avoir sur un logement qui était, on va dire, déjà rénové, et surtout une plus-value latente qui est significative. On est quasiment à plus de 30% de plus-value latente, donc ce qui est significatif et donc ce qui justifie la proportion du coup de travaux par rapport au projet global, quoi. Ouais. Mais tu vois, à ne faire qu'un truc, tu vois, s'il fallait choisir, je préférais acheter des choses qui sont déjà en bon état, sans dire VFA, tu payes du neuf, t'es à 3% de renta. Je préfère des choses qui tournent vite pour vite enchaîner les projets, plutôt que de faire des gros travaux, où en fait, à la fin, plus qu'une foncière, t'es une boîte de travaux, tu vois. Tu passes plus de temps à gérer des artisans et tes gars, parce qu'à la fin, tu finis par en salarié, que à vraiment exploiter tes bâtiments. Et ça, c'est ce que, d'ailleurs, nous, on essaie de piloter en interne, au sein de la foncière, c'est de ne pas enchaîner et de cumuler les immeubles avec beaucoup de travaux et de vraiment panacher nos acquisitions entre des immeubles qui sont immédiatement productifs de loyer et des immeubles qui nécessitent effectivement une restructuration un peu plus profonde. C'est l'idée de la diversification. Question suivante, est-ce que tu préfères du cash flow ou de la plus-value ? Plus-value latente forcément au début, mais bon, qui devient plus-value réelle. T'es team cash flow ou team plus-value ? Ou t'as besoin de réfléchir ? C'est pas simple, je dirais que ça dépend de la phase dans laquelle on se trouve. Si on est au début de son cursus d'investisseur, j'ai envie de dire plutôt cash flow, pour essayer d'avoir une montée en trésorerie un peu plus rapide et qui permet justement de pouvoir peut-être un peu plus facilement au début on va dire enchaîner les projets et derrière aller sur on va dire des acquisitions qui ont on va dire une plus-value latente plus conséquente qui permettra à terme, à 5-7 ans, une fois arbitré, de pouvoir passer ces fameuses grosses marches et de pouvoir enchaîner sur des plus grosses acquisitions. Ah, tu vois, pour le coup, moi, je suis plus quand même côté plus-value, parce qu'en fait, quand il réfléchit au taux actuel, et en mettant un apport raisonnable, pour comparer toutes choses égales par ailleurs, tu peux faire un peu de cash flow, mais genre sur un immeuble, tu vas pas faire 4 000 euros de cash flow, tu vois. Nous, c'est ce qu'on fait ici, parce qu'on a mis 50% d'apport. Aujourd'hui, c'est moins possible. Ouais. En 2019... Ah bah non, en 2026, la question, on la pose en 2026. Et en 2026, c'est vrai, non, mais c'est vrai que là, c'est plus compliqué de faire du cash flow, et donc ça sous-tend effectivement d'avoir soit des typologies d'exploitation courte durée, etc., pour aller chercher un peu plus de rendement, et donc de cash flow. Et effectivement, là, ça dénature un peu, mais sur la location longue durée, effectivement, dans le contexte de taux aujourd'hui, je pense que le côté plus-value latente est en tout cas plus facilement réalisable par une très bonne négociation, etc., qui permet de pouvoir se sécuriser sur cette plus-value. Et tu vois, un truc que je voulais mettre en avant aussi, c'est que le cash flow, en fait, il est très conditionné au taux d'intérêt. C'est-à-dire que si les taux ils redescendent à 1, c'est bon, on va faire du cash flow partout, c'est facile. Là, c'est pas le cas. Par contre, le fait d'être en plus-value, c'est juste relatif à ton marché. En fait, c'est pas relatif au taux d'intérêt, c'est à l'instant T. Est-ce que ton bâtiment, tu as réussi à l'acheter beaucoup mieux que la moyenne ? Et si c'est le cas, tu peux te retrouver en situation de plus-value latente. Et pour moi, tu vois, t'as les 3 piliers de l'enrichissement dans l'immobilier, t'as l'amortissement de ton crédit, ça tu l'auras dans tous les cas, c'est la base, que tu aies du cash flow, pas de cash flow, de la plus-value, pas de plus-value, si tu payes ton crédit à la banque tous les mois, t'amortis du capital, t'as l'éventuel cash flow, et la plus-value, en fait la plus-value elle peut être très significative par rapport au reste. S'entêter à se dire tiens je veux 150 euros de cash flow au lieu de 80, c'est peut-être aussi dur qu'en fait aller négocier un bien pour avoir 30 000 euros de plus-value, au lieu de 0. On est en train de chercher à faire 70 euros par mois de plus, donc 840 à l'année. Si tu compares ça à 30 000 euros, c'est des chiffres que je sors comme ça de mon chapeau, mais qui me semblent pas déconnants, tu vois, en termes d'ordre d'idée. 30 000 euros de plus-value, combien d'années il faut à 800 euros, tu vois, pour compenser 30 000 euros. Et un peu plus de 30, du coup. Et donc, c'est en ça où, pour moi, la plus-value, ça entre guillemets, écrase tout sur son passage. Dans la plupart des cas, je trouve que c'est plus intéressant de s'attacher au rendement net et à la valeur qu'au niveau de cash flow. Ouais, je pense que ça dépend effectivement de la vitesse à laquelle on veut enchaîner, la vitesse d'arbitrage de son parc. Mais c'est sûr que la plus-value peut assez rapidement matérialiser des grosses sommes d'argent et qui vont pouvoir être réinvesties, etc., en apport sur de futures acquisitions. Question suivante, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux investir sur plusieurs petits biens ou sur un gros bien ? Un gros bien, tu entends un immeuble de rapport potentiellement en monopropriété ? Ouais, imaginons, voilà, entre t'achètes quelques appartements en copro et t'achètes un bon gros immeuble. Encore une fois, ça dépend de la phase dans laquelle t'es. Je pense qu'au début, c'est pas mal de panacher avec
plusieurs lots de copro au début. Je pense que ça me paraît être quelque chose d'assez progressif dans sa stratégie d'investissement au début, pour ne serait-ce que se faire la main plutôt que de commencer tout de suite par un gros immeuble, parce qu'il y a toutes les grosses dépenses qui vont être forcément mécaniquement divisées par le nombre de copropriétaires. Ça peut être des gros postes de dépenses, et quand on est en début de sa carrière d'investisseur, il faut avoir aussi les reins solides pour pouvoir décaisser ce genre de grosses dépenses travaux qu'il faut avoir à sa charge. La monopropriété, ça a une vertu, c'est d'aller beaucoup plus vite forcément. En un acte notarié, on peut acquérir 4, 5, 6 lots assez rapidement, mais je pense que c'est plutôt quand on est dans une phase de maturité un peu plus tardive, après peut-être 2, 3 ans, 4 ans d'expérience, ça me paraît effectivement pas mal. Si on veut monter en termes d'échelle, aller tout de suite sur de l'immeuble de rapport, c'est tout de suite plus pertinent en termes d'efficience par rapport au temps passé, etc. Après, il y a quand même aussi cette pondération dans la localisation. On s'expose à un bien situé dans une rue, dans une ville donnée, etc. Donc on a moins de diversification géographique. Il faut aussi l'avoir en tête, il faut avoir bien étudié son marché. Acheter un immeuble de rapport à Saint-Étienne, Saint-Chamond, ou alors dans l'hypercentre de Lyon, on n'aura pas non plus les mêmes problématiques par rapport à la zone géographique. Donc il faut aussi bien connaître son secteur pour pouvoir appuyer fort lorsqu'on a décidé que c'était le bon moment, quoi. Tu vois, moi, je suis assez partagé. Je ferai une réponse de Normand là-dessus, en fait. Est-ce qu'il vaut mieux plusieurs petits lots ou un gros ? Je dirais quelques moyens, en fait, tu vois, parce que plusieurs petits, effectivement, ça va pas assez vite. Et un gros, en fait, le fait de te faire sortir de ta zone de confort, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose et qu'il faut vraiment y aller crescendo. Il faut pas se forcer à acheter quelque chose de trop gros avec lequel on est mal à l'aise. Nous, au sein de la foncière, notre thèse d'investissement, c'est d'acheter des immeubles entre 500 000 euros et 2,5 millions. Quand tu regardes, on n'est jamais sur le haut de la fourchette. On est toujours entre 500 000 et 1 million la plupart du temps. Et une fois de temps en temps, mais très rare, on va rechercher 1,5 million. Pourquoi ? Parce que c'est un peu notre zone de confort. Peut-être sûrement qu'on fera un petit peu plus gros un jour. Mais en fait, on trouve suffisamment à déployer nos fonds entre ces deux bornes-là, et ces détails de bâtiments avec lesquels on est à l'aise, qu'on trouve régulièrement, parce qu'il y a aussi le problème quand tu cherches des trop gros immeubles, ils se retrouvent dans des trop grosses villes avec des trop gros prix au mètre carré, donc du coup ils sont trop pas rentables et du coup on les achète pas. Pour répondre à la question, plutôt plein de lots de copro ou un immeuble de 15 lots, je dirais 3 immeubles de 4 lots, tu vois. Ouais, et du coup, c'est une taille où tu as quand même la notion de diversification et qui peut être aussi géographique, parce que typiquement, nous, sur la foncière, on bosse sur 5 départements différents. Si jamais une catastrophe naturelle à un endroit, ça touche pas tous les bâtiments. Si jamais il y a un bassin d'emploi qui est affecté, ça touche pas toutes les localisations sur lesquelles on bosse. La diversification, je trouve que c'est hyper puissant, et encore plus dans l'immobilier, parce que au-delà des marchés financiers où ça monte, ça descend, il faut décorréler les choses, dans l'immo, ça bouge aussi, mais tu as aussi tout ce côté physique, géographique, climatique qui peut se passer en fonction de là où tu investis. Ça, c'est la notion un peu de granularité. De mémoire, on l'avait expliqué dans la première vidéo, qui pour moi justifie la très bonne résilience de la foncière. C'est justement d'avoir un nombre suffisant d'unités de lots qui permet justement d'asseoir un risque, parce qu'on est diversifié sur 5 départements, etc. Par rapport à des modèles où le sous-jacent n'est pas forcément du résidentiel, mais plutôt du commercial ou des bureaux, là, ils ont beaucoup moins d'actifs et donc forcément une plus grosse concentration de leur parc sur quelques zones géographiques, quelques typologies. Pour moi, ça fait beaucoup plus de fragilité dans un contexte macroéconomique qui peut être un peu plus compliqué, surtout avec des sous-jacents qui sont cycliques. Et tu as aussi la possibilité de rajouter encore une strate de granularité supplémentaire, c'est de vendre les immeubles à la découpe. C'est-à-dire qu'un immeuble de bureau, alors oui, ça peut se découper et vendre des cellules, mais c'est pas notre marché, je vais pas émettre de jugement là-dessus. Je pense que c'est plus dur que de mettre en copropriété un immeuble résidentiel avec des commerces en pied d'immeuble, et les commerces les revendent soit aux exploitants, soit à un investisseur, et les appartements les vendre à n'importe qui veut un appartement pour se loger ou pour investir. C'est ça. Ça nous laisse encore une fois cette modularité sur la revente finale. On peut effectivement revendre à un investisseur qui sera en mesure d'acheter un immeuble entre 500 000 et 2 millions d'euros en monobloc, mais on a aussi cette possibilité, en fonction du marché qu'on peut adresser, on peut s'adresser aussi à des particuliers qui veulent acheter leur résidence principale, et auquel cas effectivement on pourra vendre à la découpe chaque lot, et donc là on a une meilleure liquidité de notre parc, parce que on s'adresse à beaucoup plus de monde. Thématique suivante, est-ce qu'il vaut mieux investir tout seul ou à plusieurs ? Plusieurs avec les bonnes personnes. Je pense qu'à plusieurs, on va toujours plus vite, on fait mieux les choses. C'est aussi pour ça qu'on a monté ce type de modèle, c'est de pouvoir aussi analyser sous plusieurs regards, plusieurs prismes, avec différents cerveaux, une même opération. Et en fait, il y en a toujours un qui va détecter quelque chose que l'autre n'aura pas forcément vu, ou pendant les visites, etc. Clairement, moi, je suis pour l'association à 100%. Moi aussi, je suis d'accord que l'association emmène beaucoup plus loin que le fait de faire cavalier seul, mais que par contre, ça a quand même des vertus d'avoir une partie de son patrimoine immobilier ou pas
tout seul, dont on est le seul maître à bord et où on ne dépend de personne, parce que c'est aussi de la diversification. Maintenant, la foncière, on est 80, donc on est beaucoup plusieurs, tu vois. Mais par contre, à côté de ça, avant, on a pu créer différentes SCI avec différents associés. On a aussi du patrimoine immobilier en nom propre qu'on détient du coup en direct. Et je trouve que c'est intéressant, justement, dans un patrimoine pour une personne, d'avoir des choses en association, et je dirais même une majorité de choses en association, mais par contre, d'avoir aussi des choses sur lesquelles il peut s'appuyer si jamais les associations se passent mal, que ce soit des choses qui sont pas de l'immobilier, qui sont plus liquides, plus revendables, et que ce soit son patrimoine immo pour avoir aussi cette part d'effet de levier bancaire dont il bénéficie à 100%, parce que parfois, ça tu vois, c'est un défaut de l'association, un petit défaut entre guillemets, c'est que en fonction des banques, il y en a certaines qui vont considérer que si tu es associé d'une SCI, par exemple tu as 25% d'une SCI, et il y a un crédit à 1 million d'euros sur la SCI, ils vont pas considérer que tu as 250 000 euros de crédit, ils vont considérer que tu as 1 million d'euros de crédit sur la tête, et parfois ils vont même aller plus loin, mais alors ça c'est vicieux, c'est juste une excuse pour te dire non, c'est que tu as que un quart des revenus, mais que si jamais tous les autres payent pas le crédit, c'est à toi de les payer. Donc on va considérer que tu as 25% des revenus, mais 100% des charges. Là, faut considérer qu'il faut changer d'interlocuteur. De solidarité. Le but est de vous dire non. Polarisé, quoi. Ouais. Mais par contre, non, en fait, ce qui m'a amené à ce point, c'est plutôt le côté encours bancaire dans une agence, et tu vois de laquelle je parle, où du coup, voilà, c'est des choses qui peuvent se produire. Donc si on fait une SCI à 15 et qu'on a un 15e d'un truc à 1,5 million, en fait, on a quand même 1,5 million d'encours au sein de l'analyse de cette banque. Donc ça fait partie des petits défauts. Mais en tout cas, ouais, on est quand même des convaincus que l'association, ça emmène beaucoup plus loin que le fait de faire cavalier seul. Ouais. Puis je pense que ça donne aussi une résilience dans un patrimoine d'en détenir en nom propre, ne serait-ce que pour la fiscalité aussi, sur les modes de détention, mais aussi sur la capacité d'arbitrer et d'être le seul maître à bord pour décider de vendre ou pas un bien. En fonction de sa situation personnelle, on a tous des situations personnelles qui sont différentes. Entre prendre une décision à 4 dans une SCI ou seul parce qu'on possède ce bien-là en nom propre, en direct, en fait, c'est pas du tout la même chanson. Sur les 3 autres associés, potentiellement, il y en a aucun qui veut vendre. On peut être le seul, par son prisme personnel, avoir besoin de liquidité, vouloir vendre, et donc là, c'est tout de suite un peu moins simple. On peut toujours revendre ses parts, etc. Mais je pense que là, il faut un quorum pour se mettre d'accord. Idéalement, c'est le but d'une association, c'est de se mettre d'accord. Sur les décisions d'arbitrage, c'est aussi confortable d'avoir aussi ses propres investissements perso pour pouvoir tout simplement les liquider si on a besoin, ou potentiellement continuer à en rempiler en perso de son côté. C'est bien d'avoir cette dualité aussi. Alors, sujet suivant, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux gérer soi-même ou déléguer sa gestion locative ? T'as un avis là-dessus ou tu veux que je commence ? Vas-y, je t'en prie, commence cette fois-ci. Alors, mon avis, c'est qu'on a géré nous-mêmes pendant des années. Quand tu gères toi-même, tu te rends compte du temps que ça prend de poster des annonces, de caler des visites, de prendre des lapins. Un tiers de lapin, et puis parfois un peu plus en fonction des périodes, et du coup de tout assumer de A à Z, de l'état des lieux d'entrée, ainsi de suite. Mais par contre, on a aussi vraiment, c'est là où on est le plus proche de son investissement, ça nous force à y aller régulièrement, ça nous force à le voir, à détecter des petits problèmes qu'on serait pas forcément allé voir sans ça, donc peut-être un petit peu plus de préventif. Et après, le fait de déléguer, déjà ça a un coût, ça permet de se soulager, mais surtout le problème de la délégation, en fait, si on parle de gestion locative, quand on délègue, et notamment la gestion du turnover, les agences elles prennent des frais pour du coup les états des lieux d'entrée et de sortie, et donc c'est des choses qui sont en partie supportées par le propriétaire, en partie supporté par le locataire. Il y a des locataires qui, par définition, ne veulent pas de frais d'agence parce qu'ils disent déjà je vais rentrer, je vais payer 1 ou 2 mois de dépôt de garantie en fonction de si c'est nu ou meublé, plus le loyer du mois en cours, plus je vais peut-être pas récupérer encore ma caution de l'autre côté, plus encore faut payer des frais d'agence. Donc je trouve que déjà on diminue un petit peu la proportion de gens à qui on s'adresse. Dans l'ensemble, je trouve que déjà ça limite un petit peu le nombre de demandes. Après, l'agence va filtrer et ainsi de suite, donc elle fait du travail, elle est rémunérée pour ça et c'est normal. Et ensuite, il y a des frais de gestion locative qui viennent s'appliquer, donc c'est allez, nous on est entre 5,5 et 7% TTC de gestion mensuelle, ça a un coût, c'est un confort aussi, mais je trouve qu'il faut quand même toujours avoir l'œil dessus pour voir si ça tourne correctement, pour voir si les annonces sont postées, parce que ça c'est un scandale. Les annonces coûtent de plus en plus cher, et notamment sur le Bon Coin, et quand on donne mandat à des agences, elles vont pas toujours le publier sur le Bon Coin. Donc si vous avez des gens à qui vous déléguez votre gestion locative, y compris celle du turnover, et que vous avez des appartements en cours de location, vérifiez qu'ils aient bien mis les annonces sur le Bon Coin, parce que ça peut arriver que ce soit pas le cas, et ça c'est pénible. Donc c'est un peu, faut toujours être derrière, quoi. C'est pas non plus de la délégation à 100%, c'est plutôt que de gérer toi-même, en fait tu vas gérer la personne à qui tu as délégué ta gestion locative. Ouais, c'est ce qu'on a mis en place au sein de la foncière, c'est la supervision de gestion locative, où on a trouvé, on va dire, le meilleur des deux mondes, sur la délégation de la gestion annuelle courante et l'internalisation justement de la partie un peu tricky sur le turnover, etc., où il faut faire le job correctement pour maximiser le taux de remplissage, etc. Et après, moi je dirais sur la partie effectivement seule ou déléguée, alors soit sur la partie gestion locative, soit sur la partie travaux, on peut aussi extrapoler un peu ce niveau de délégation. Moi je pense que ça dépend aussi du stade auquel on est, encore une fois. Au début, je pense que c'est bien de mettre un peu les mains dans le cambouis, d'apprendre, de le faire à son niveau, déjà parce que
on embarque aussi plus de risques. Si on a un ou deux appartements, c'est quand même bien d'optimiser chaque étape sans déléguer trop vite pour déjà bien comprendre les différents mécanismes, que ce soit pour les travaux, savoir poser du placo, etc., pour mieux le déléguer derrière. Je pense que c'est important. Sur la partie gestion locative aussi, je pense qu'il faut aussi déjà rationaliser un peu les coûts parce que ça reste des frais. Donc au début, le garder un peu à sa main, ça me paraît pas mal et puis c'est complètement gérable en plus. Et après, par contre, effectivement, si on veut enchaîner, encore une fois, il n'y a pas d'autre choix que soit de s'associer sur la partie acquisition ou alors s'associer mais monter une équipe dans ce sens-là où on délègue à la fois les travaux, la gestion locative, etc. On se structure et on s'institutionnalise un petit peu plus. C'est, je pense, un peu dur au début quand on commence dans le monde de l'immobilier, de tout de suite déléguer à des artisans de confiance pour un très gros chantier, tout de suite déléguer à une agence, à la bonne agence qui va correctement s'occuper du bien. Voilà, ça peut être un peu compliqué, il peut y avoir quelques embûches là-dessus. Donc c'est pas mal aussi au début en tout cas de le faire à son niveau pour mieux comprendre les rouages et derrière être plus vigilant quand on délègue et pouvoir contrôler parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ok. Question suivante. Est-ce que tu penses que les gens qui nous regardent sont abonnés ? Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est très important. Je ne pense pas. Et on arrête là si vous n'êtes pas abonné. Allez-y, cliquez. Moi j'arrête. On attend. J'arrête. Alors j'avais une autre question mais on va la garder pour la fin parce que c'est une question ouverte, c'est pas une question fermée, c'est pas un pour ou contre. Donc je te la poserai à la fin. La question suivante, c'est faut-il absolument optimiser ses impôts ? En France, on est au pays de l'impôt, de la fiscalité, il y a des impôts sur tout, mais est-ce qu'il faut vraiment focus sur optimiser ses impôts ? C'est quoi ton avis là-dessus ? Je pense qu'il faut en parlant en immobilier toujours. Je pense qu'il faut focus à tout prix, c'est hyper important. Faites du Pinel. Non, je rigole. Ça n'existe plus malheureusement. Non, ça n'existe plus, mais il y a pas mal d'autres dispositifs qui permettent ce genre de choses maintenant. Non, je pense que c'est pas une fin en soi. Et, il faut vraiment le voir comme une optimisation en deuxième couche. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui justifie et focus notre attention à tout prix. Je trouve qu'en France, on est un peu trop sensible au paiement des impôts, etc. Et effectivement, ça peut être très douloureux en France. On est quand même fortement taxé. Mais il ne faut pas que ce soit non plus une boussole pour tout les décisions d'investissement qu'on aura à faire. Par contre, ça suppose quand même de bien comprendre comment ça fonctionne, la fiscalité, et tout simplement d'optimiser ça, mais plus sur une structuration, bien comprendre typiquement la location meublée, la location nue, comment est-ce que c'est fiscalisé, etc., pour comprendre quels sont les avantages, les inconvénients, et le faire en pleine conscience. Mais il ne faut pas forcément que ce soit une fin en soi qui justifierait, par exemple, de faire des mauvais investissements, type anciennement Pinel, etc., où il y en a que potentiellement 5% qui ont vraiment été pertinents pour les gens en fonction du timing dans lequel ils ont pu faire leur investissement, mais tout ça sous couvert de vouloir avoir une réduction d'impôt, ça a pu amener à des mauvaises décisions d'investissement. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi que autant il faut comprendre comment ça fonctionne pour éviter d'aller dans les endroits les plus fiscalisés parce qu'ils existent, donc évitons cela. Mais par contre, une fois qu'on a les bons véhicules pour payer pas ou peu d'impôts, ça sert à rien de passer 100% de sa journée à continuer d'optimiser une optimisation et plutôt passer du temps à aller visiter, à mieux négocier et à faire des meilleures affaires. Et aussi de toujours garder en tête, ça c'est un truc qu'on voit trop souvent, que 1 euro égale 1 euro en fait. 1 euro donné aux impôts, c'est la même chose que 1 euro de dépenses. Alors à moins que la dépense tu la passes en charge, mais si on enlève ça, en fait souvent il y a une aversion à la fiscalité et du coup on préférait limite dépenser 200 euros chez le comptable plutôt que de donner 100 euros aux impôts. Alors que si le comptable on lui dépense 200 euros chez lui mais qui nous fait économiser moins que 100 euros d'impôts, du coup on a dépensé plus. Et donc c'était un mauvais choix. Donc voilà, 1 euro égale 1 euro et si la moins pire des décisions c'est de donner 1 euro aux impôts, on donne 1 euro aux impôts plutôt que de les donner à quelqu'un d'autre. Et ensuite une question d'actualité, mais qui est toujours d'actualité, c'est est-ce qu'il vaut mieux acheter maintenant ou attendre une baisse ? Et quand j'entends une baisse, j'entends une baisse des prix ou une baisse des taux. Bon, ils sont un peu corrélés l'un et l'autre, mais du coup, est-ce qu'il vaut mieux passer à l'action ou est-ce qu'il vaut mieux finalement se dire, les prix devraient finir par baisser, ça fait longtemps que les taux ils sont hauts, qu'est-ce que t'en penses ? Il va falloir que je consulte ma boule de cristal un petit peu, on va essayer de jouer à Madame Irma. Non, je pense qu'on n'a pas de boule de cristal justement, malheureusement, sinon on serait tous multimillionnaires. Et donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas forcément attendre avant de faire de l'immobilier. Tu sais, c'est le vieil adage, il faut investir et attendre et pas attendre avant d'investir. Alors, je pense que c'est vraiment vrai et c'est le même parallèle pour les marchés financiers. On est toujours à se dire, est-ce que, là, typiquement en ce moment avec la guerre en Iran, est-ce que le détroit d'Ormuz, il va se réouvrir ? Est-ce que les marchés vont remonter ? Je vais peut-être attendre un petit peu, etc. Ça, je comprends rien parce que par contre, il y a une guerre et les marchés, ils sont plus hauts. Donc là, je sais plus ce qu'il faut faire, tu vois. Oui, parce que je pense que tout simplement, ça a déjà été pricé et tout le monde mise sur un consensus que ça va pas durer trop longtemps, etc. et que les impacts ça monte déjà alors qu'on n'a pas la conclusion. Oui, mais c'est systématique. Ouais. C'est systématique. Les marchés anticipent toujours. Tout ce qui se passe aujourd'hui est déjà pricé dans les prix. Mais tout ça pour dire que, en fait, on n'a pas de boule de cristal. Il faut être très humble sur notre
capacité à anticiper le futur, etc. Tout le temps qu'on passe à ne pas faire un investissement, à ne pas être investi sur les marchés ou à avoir fait une nouvelle acquisition, c'est autant de temps, typiquement sur l'immobilier, qu'on passe à ne pas avoir perçu des loyers, etc. Et malheureusement, j'en ai trop connu dans mon entourage, des proches, des amis, ça fait 4-5 ans que je leur avais poussé des conseils, je les avais aidés, j'avais essayé de leur mettre le pied à l'étrier. En fait, je pense qu'ils étaient tout simplement pas prêts, ou alors ils se trouvaient des excuses comme beaucoup de Français mais non, là je pense que les taux vont encore baisser, je vais attendre. En fait, il y a toujours une excuse pour ne pas passer à l'action, alors que je pense que cette force dans l'immobilier, c'est justement de pouvoir faire son marché, de ne pas être tributaire typiquement d'un cours du MSCI World, etc. L'opportunité, on peut se la créer aussi. Le marché, il est ce qu'il est, les conditions de taux sont ce qu'elles sont, mais on peut toujours aller visiter une opération de plus, faire la bonne négociation supplémentaire, le pas de plus qui permet de faire une bonne opération malgré un contexte qui est un peu moins favorable qu'il y a quelques années, potentiellement. Mais tu vois, sur le Madame Irma, je trouve que dans l'IMO, en fait, il y a plein de choses qu'on sait déjà, qui sont gravées dans le marbre. C'est-à-dire que quand tu achètes un immeuble, son prix, c'est terminé. Bon, tu me diras, c'est la même chose pour une action. Tu sais combien tu l'as acheté, ça ne bougera plus. Tu sais la base sur laquelle tu es assise. Mais par contre, en IMO, ce qui est trop bien, c'est qu'on emprunte à taux fixe. Enfin, en IMO en France, on emprunte à taux fixe. Donc du coup, ça, on nous l'enlèvera pas. On va pas nous dire, finalement, le fixe, en fait, c'était du variable et du coup, vous êtes plus à 3, vous êtes à 5. Si tu empruntes dans un marché où c'est 3, t'es à 3. S'il baisse à 1, tu fais racheter. S'il monte à 5, conditions instant T. Et ça, par contre, c'est génial. Et il y a aussi quand même le flux de revenus. Les loyers, c'est pas une garantie, mais c'est quand même assez prédictible. Tu vois, si je regarde un peu, la volatilité entre la théorie et la pratique, sur les loyers, il n'y a pas une immense surprise. Tu es à plus ou moins 10% de ce que tu envisageais, et si tu gères mal, tu peux être à moins 20 parce que tu as de la vacance locative et tu as délégué un mauvais gestionnaire, par exemple. Mais tu vois, t'es pas du simple au double. Et en fait, finalement, le seul truc qui peut varier beaucoup, c'est le prix auquel tu vas vendre ton bâtiment. Mais du coup, si tu étais prédictible sur tes flux de revenus qui servent à payer ton crédit, qui lui-même est à taux fixe, finalement, on vient de dire que si tu as plutôt bien fait les choses à l'entrée, en fait, si tu gardes jusqu'au bout et que ton crédit il est fini de payer, même si on a fait un épisode sur l'arbitrage avec Félix qui s'affiche ici, je vous invite à aller le voir, il y a beaucoup de chiffres si vous aimez ça, et si tu le gardes jusqu'au bout, en fait, ton crédit sera payé. Donc du coup, tu as ton prix d'achat, qui sert plus à grand chose parce que de toute façon, ton capital restendu maintenant, c'est 0. Donc est-ce que ton immeuble vaut plus ou moins que 0 €? Il vaut un petit peu plus. Et donc même si tu le revends moins cher que ton prix d'achat, tu as quand même gagné cette différence qui est peut-être de 200-300 000 €, même sur un truc que tu as peut-être acheté 400 000 si le marché avait baissé. Après, si on prend les stats de l'INSEE sur du long terme, ça monte, évidemment. Mais sans prendre ça en compte, en fait, tu as quand même un paquet de choses qui sont figé, et t'as juste à faire de l'entretien, et le juste, il est peut-être un peu vite dit, il y a un vrai travail à mettre derrière, mais par contre, t'es quand même pas non plus en train de te dire que tu remets ton destin dans les mains de n'importe qui, ou des marchés financiers qui anticipent un truc, qui on sait pas si ça va se passer, si ça va ouvrir, fermer, quel sera le monde dans 2 semaines, aujourd'hui personne ne le sait, tu vois. Alors qu'en IMO, dans 2 semaines, tu vois, sur un immeuble de 10 appartes, t'auras à peu près les mêmes locataires, il y aura peut-être un qui t'aura donné son préavis, c'est tout, t'auras peut-être une fuite d'eau, ton crédit, t'auras une demi-mensualité qui se sera amortie, tu vois, si tu prends pour 2 semaines, et donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont gravées dans le marbre. T'as un meilleur contrôle en fait sur ton actif. Ouais. Contrairement à plein de trucs où tu subis énormément d'éléments exogènes, où tu es juste en réaction. Grosso modo, on a quand même un historique typiquement d'évolution des loyers annuels, etc., où on peut quand même se faire des scénarios, moyennant, encore une fois, une bonne gestion du risque à l'entrée, avec une bonne mise en place du projet, un bon prix d'acquisition, un montant de travaux, s'il y a des travaux qui ont été correctement dimensionnés, qui ont correctement été actés, jusqu'à la mise en place des locataires. Derrière, après, c'est très prédictible, effectivement, on a figé les conditions de financement à l'entrée, qu'on peut même renégocier, mais que à notre avantage après. Donc ça, c'est quand même aussi assez intéressant de pouvoir piloter ça à sa main, encore une fois, et de ne pas être tributaire d'actions de Trump ou autre. Ouais, le seul truc qu'on ne sait pas, c'est à combien on le vendra. C'est ça. Et en fait, on peut mettre le chiffre qu'on veut dans le tableau Excel. Le vrai prix, c'est le prix chez le notaire le jour où on vend vraiment l'actif. Et donc là, on peut calculer la vraie performance de l'investissement. Et du coup, ça nous amène à la dernière question, qui est une question ouverte. Est-ce que l'immobilier rend vraiment riche ? Félix. Je crois que tu allais me dire, est-ce que l'immobilier rend vraiment heureux ? On peut, c'est la deuxième vie. Je vais dire oui. non, clairement, oui. Il y a même pas de débat là-dessus. Je pense que c'est pas pour rien que c'est l'actif préféré des Français. L'immobilier a un côté déjà très tangible qui permet aussi de rassurer les plus frileux, on va dire, d'un point de vue profil investisseur. Même des gens assez prudents sont assez à même d'acheter ne serait-ce que leur résidence principale, voire faire un investissement locatif. Donc je pense que c'est déjà accessible par le côté tangible et résilient, rassurant. Ça, c'est une très bonne chose. Et encore une fois, l'effet de levier. Pour moi, si on veut s'enrichir, c'est le pilier, c'est une clé de voûte au sein d'un patrimoine. Et si on est capable d'absorber justement un peu cette charge mentale, si on décide de le gérer nous-mêmes, il y a quand même de l'humain derrière, etc. Mais pour moi, c'est largement compensé par le fait de pouvoir faire de l'effet de levier avec une dette bancaire en face. Ouais, moi, je répondrais aussi que oui.
mais que c'est long et chiant. Parce qu'en fait, ça peut pas être rapide, sauf dans le cas où vraiment, du coup, mais t'es marchand de biens, quoi. Si t'achètes et que tu revends pour prendre une plus-value tout de suite, mais généralement, on ne débute pas par ça. Donc les premiers fruits, finalement, ils mettent des années à pousser. C'est pas comme sur d'autres classes d'actifs où ça pourrait aller plus vite, et où, sur un coup de chance, ou en étant Madame Irma, ça peut se matérialiser plus vite. En fait, ça se matérialise un peu silencieusement, dans une plus-value latente qu'on n'a peut-être pas vraiment conscientisé, parce que finalement on se dit j'ai bien négocié, mais voilà, j'ai l'impression d'acheter le bâtiment au bon prix. Encore une fois, on le saura vraiment que le jour où on vendra, d'avoir peut-être un peu de chance. Moi ça a été mon cas, d'acheter dans des marchés qui montent, t'achètes des choses, t'as rien fait, tu les vends 2 fois plus cher 3-4 ans plus tard. Vraiment, c'est possible, c'est de la chance, 100%, c'est de l'exposition à un marché, mais c'est un truc où à l'instant T, t'es pas en train de faire un x2, en fait tu n'as aucune idée que ça va se produire, mais il faut attendre des années, laisser le temps au temps, laisser le capital s'amortir pour que ces effets puissent se produire. Et par contre, effectivement, si tu laisses des années à cette classe d'actifs et qu'elle est correctement travaillée à l'entrée et à la sortie et qu'on présente un bon produit à la sortie, c'est ce qui va le plus vite, pour moi, à mon sens. Alors, en tout cas, je pense que c'est surtout une classe d'actifs où, encore une fois, on peut le prédire, grosso modo, à quelques pourcentages près. On peut quand même prédire que à cette échéance de temps, j'aurai un capital de temps. Ce qui est beaucoup moins le cas sur des activités trading, crypto, etc., où effectivement la recherche de gains est beaucoup plus rapide, mais avec une probabilité de captation de ce gain théorique beaucoup plus faible en fait. Donc voilà, l'espérance de gain est plus forte sur des actifs qui sont plus risqués, plus volatiles. Par contre, derrière, là, pour moi, sur des investissements type immobilier, on est quasi sûr, si on fait les choses dans l'ordre et correctement, d'arriver à un enrichissement qui est calibré et prédictible à terme. Ah mais je trouve même que ça va plus vite en IMO. Alors je mets de côté les cryptos où tu fais x100, hein. Mais ouais, grâce à l'effet de levier. Et même, tu regardes au niveau de la foncière, en fait, quand tu regardes le rendement net, finalement, il est pas si loin que ça des marchés financiers. Et par rapport aux marchés financiers, le problème, c'est qu'en fait, tu peux prendre le point d'entrée et de sortie qui t'arrange pour faire dire que ça fait du 5 ou du 10%, tu vois. Tu fais un peu dire ce que tu veux aux chiffres en prenant des moyennes historiques, et en fait, et à la fois, je jette la pierre à personne, parce que si tu devais me demander de faire le calcul, je saurais pas le faire, et te dire, est-ce qu'on prend les 100 dernières années, le monde il y a 100 ans, il était tellement différent d'aujourd'hui, que est-ce que c'est bien logique, tu vois, de prendre ça, mais à la fois prendre que les 20 dernières années, est-ce qu'elles sont pas été hyper dynamiques et que les 20 prochaines elles vont être toutes plates? Aucune idée. C'est vrai que je pense que ça reste quand même une classe d'actifs pour les gens quand même patients. Et j'ai l'impression quand même dans cette génération qui arrive où on a besoin, en tout cas cette volonté de s'enrichir très vite, de manière assez passive, sans trop d'efforts, etc. Je ne sais pas si vraiment cette volonté d'investir dans l'immobilier locatif tel que nous on l'a connu, même si on n'est pas forcément... On commence à avoir des cheveux blancs. Hein. Voilà, un petit peu. Mais je ne sais pas si dans 20-30 ans, ces mêmes jeunes qui vont pouvoir commencer à investir vont vouloir effectivement prendre ce temps-là de bâtir un patrimoine durable, etc. sur le long terme. Ils vont pas s'enrichir instantanément dans l'année qui vient. Est-ce qu'ils vont avoir encore cette mécanique un peu long terme d'investissement? Je suis curieux de le voir. Ouais, parce qu'en plus d'être long, c'est chiant. C'est-à-dire que la bourse, on va dire que ça peut aller plus vite, mais ton seul travail, c'est d'attendre. Alors que l'immobilier, c'est chiant dans le sens où tu fais un travail pour lequel t'es pas payé tout de suite. T'es payé dans ta partie immergée de l'iceberg, et si tu la regardes, t'es content. Mais si tu la regardes pas, t'as l'impression de te dire, putain, 5e turnover, c'est bon, je commence à le connaître, l'immeuble, tu vois. Alors qu'en fait, si tu regardes juste le capital que t'as amorti le mois dernier, tu le ramènes autant que t'as passé, c'est peut-être 10 fois ton salaire, tu vois. De toute façon, je pense que l'accès à la connaissance, ne serait-ce que par notre chaîne, est de plus en plus possible. Donc pour moi, tout le monde va pouvoir se former et comprendre justement ces rouages d'enrichissement, ces 3 piliers, le cash flow, l'amortissement du capital et la plus-value latente. Je l'ai dit dans le mauvais sens, attention. Il n'y a pas de sens. Ah, j'ai trop plaisir. Non, mais voilà, c'est pour dire que pour moi, c'est cette éducation-là qui va permettre justement de pouvoir permettre aux gens de conscientiser la chose et de faire les bons choix, tout simplement, et de effectivement faire leur première acquisition, premier bien immobilier, etc. Prendre goût ou pas. Il y en a qui ne sont pas forcément câblés pour ça. Le côté chiant, il n'est pas négligeable non plus. Tout le monde n'est pas fait pour faire de l'immobilier en direct. Donc c'est pour ça aussi qu'on a monté la foncière, c'est de pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas cette envie de s'embêter avec de la gestion active d'un parc, etc., de pouvoir quand même s'exposer à un sous-jacent que eux comprennent et sentent comme pertinent, mais avec un modèle beaucoup plus passif. Et tu vois, pour le coup, j'avais le même point de vue que toi, d'opposer les deux. Et finalement, en fait, on se rend compte qu'on a pas mal d'actionnaires qui font les deux. C'est-à-dire qui ont fait de l'immobilier en physique, qui ont 2-3 apparts, voire 2-3 immeubles, pour certains. On a plusieurs cas comme ça. Pour le coup, donc on pourrait imaginer que on va continuer 4-5-6 immeubles, mais en fait, il y a un moment où le temps n'est pas illimité, et les gens ont un travail, une vie de famille, ainsi de suite. Ça prend une bonne place dans le patrimoine immobilier. Il y a la part physique en direct avec effet de levier,
Et il y a la part aussi de pierre entre guillemets papier dont on fait partie avec la foncière. Et donc du coup on vous renvoie à l'épisode qu'on a fait avec Félix qui vous explique comment travailler avec nous si jamais le cœur vous en dit. N'oubliez pas de vous abonner, merci pour votre attention, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez envie qu'on en fasse d'autres, je vous invite à laisser des questions dans les commentaires, on y répondra rapidement dans les commentaires, mais on pourra aussi beaucoup plus développer à l'occasion d'un nouvel épisode. Et voilà, on a donc des réseaux sociaux, vous êtes dessus YouTube, on a aussi Instagram, donc le Instagram il a un autre nom, en fait YouTube c'est Foncière Orion, mais Instagram c'est Antoine et Charles, donc avec Antoine qui est pas là aujourd'hui, et moi, et puis on a quoi d'autre, LinkedIn, voilà, abonnez-vous, c'est bon. Merci à tous. À bientôt. Merci pour votre écoute.